Bonjour à tous. Nous sommes le mardi 7 octobre 2025 et notre cher ami, le colonel Larry Wilkerson, est avec nous. Bon retour parmi nous, Larry. Ravi d'être avec vous, même si je ne suis pas d'humeur aloha. Je vois que vous ne l'êtes pas non plus. Je travaille depuis 6 heures du matin. Je t'entends. Larry, laisse-moi commencer. Je pense qu'aujourd'hui est un jour très important pour les Palestiniens et pour les habitants du Moyen-Orient. Car il y a 2 ans, à cette date, nous avons eu une attaque contre des Israéliens. À la suite de cette journée, avec l'immense destruction à Gaza et un génocide en cours, où en est Israël aujourd'hui? Si tu devais comparer ce qu'était Israël avant le 7 octobre et ce qu'il est aujourd'hui, comment ferais-tu cette comparaison? Nima, je suis la carrière de Bibi Netanyahou depuis avant qu'il ne devienne ministre des Finances, puis pendant qu'il occupait ce poste, et plus tard durant son mandat de Premier ministre. J'hésite à le dire, car je ne suis pas un grand adepte de la théorie du grand homme, ou de tout homme, Hitler par exemple, dans les relations internationales et l'évolution du pouvoir d'État. Je ne pense pas qu'une seule personne soit généralement aussi déterminante. Mais dans ce cas, je pourrais faire une exception, car ce que j'ai vu Bibi Netanyahou faire depuis que je le suis, c'est non seulement orchestrer son ascension au pouvoir en s'appuyant sur la société pétrolière de Mark Rich, Glencore, puis sur d'autres entreprises issues de celle-ci, qui ont permis à Israël d'obtenir du pétrole de manière constante à prix réduit et ont véritablement stimulé l'économie israélienne. Un succès dont Netanyahou, bien sûr, s'est être remet. Tout cela était illégal à un point extrême, illégal dans les relations internationales, et parfois même illégal au regard du droit israélien, ainsi que du droit de son grand mentor, les États-Unis. Mais ce qui s'est passé, c'est que non seulement il a rendu Israël prospère, mais il a aussi tiré beaucoup d'argent personnel de ses affaires. Un peu comme le prince Bandar l'avait enseigné au Levant. On obtient toujours au moins un B à chaque fois qu'on conclut un accord. J'ai donc observé cet homme de très près, puis je l'ai vu orchestrer, avec beaucoup de soin et de mise en scène, et je sais au fond de moi que c'est vrai, l'assassinat d'Yitzhak Rabin. En faisant cela, il a fermé la seule voie qui restait à Israël pour devenir un État démocratique libéral. Notez bien que je n'ai pas dit un État démocratique libéral juif, car c'est une impossibilité. C'est une contradiction dans les termes. Au moment où l'on ajoute le mot juif là-dedans, c'est une théocratie. Que ce soit religieux ou non est sans importance. C'est une théocratie dès qu'on y met juif. Il s'est donc débarrassé du Parti travailliste, a éliminé tout ce qui concernait ce parti et son pouvoir. Pas tout le pays, mais tous ceux qui avaient de l'influence. Il leur a interdit la politique et a pris le contrôle d'Israël, avec pour seule brève période intermédiaire, si l'on peut dire, une personne tout aussi tristement célèbre que Bibi Netanyahou, Ariel Sharon, qui, vous vous en souvenez peut-être, a en réalité dirigé l'invasion du Liban en 1981-82. Depuis cette époque, la possibilité qu'Israël soit repris par les sionistes du type Ben Gurion a toujours existé, toujours en latence. Mais il y avait ce versant de l'appareil politique israélien qui prétendait au moins aspirer à une démocratie libérale. Ils ne l'ont jamais été. Ils ne peuvent pas l'être, tout en étant un État juif. Tu ne peux tout simplement pas l'être. C'est une contradiction dans les termes. Alors Bibi a balayé tout cela. Voilà où nous en sommes aujourd'hui, à la fin de sa longue carrière qu'il a façonnée. Et cette fin sera la destruction totale de l'État d'Israël, certainement de l'État juif d'Israël, si tant est qu'il reste un État, et la fin de Bibi Netanyahou. Mais ce sera une fin glorieuse. C'est le rêve de Bibi, son souhait, une fin glorieuse. Il croit qu'il entrera dans les annales du nouvel État d'Israël,
qui sera plus grand, inévitablement, et peut-être englobera tout le Levant. Il se voit comme le fondateur, le créateur, le Dieu de tout cela. Je pense qu'il se trompe complètement. Je pense qu'il finira dans l'infamie, un peu comme Hitler dans son bunker. Mais c'est l'aspiration de Bibi, et il veut entraîner les États-Unis avec lui, que ce soit dans le succès ou dans l'échec. Quand je regarde la région et qu'Israël parle d'une guerre sur 7 fronts, il parle du Liban, de la Syrie, de l'Irak, du Yémen, de l'Iran, tous ces pays autour d'Israël. N'en oubliez pas la plupart. L'Afrique de l'Est, et peut-être la Chine, et peut-être la Turquie. Les ennemis se multiplient. Ils se multiplient. Le nombre d'ennemis augmente. C'est comme César l'a dit un jour, les ennemis sont légion. Larry, pour être honnête, je ne vois aucun type de victoire pour Israël, à moins qu'ils ne revendiquent ce qui s'est passé en Syrie. Le seul endroit où ils peuvent prétendre avoir accompli quelque chose, c'est en Syrie. Et je ne suis même pas sûr qu'ils y soient parvenus. Non, moi non plus. La Turquie examine encore cela avec beaucoup d'interrogations. Et nous observons le régime de Damas avec tout autant de points d'interrogation, malgré la prestation flatteuse de David Petraeus. Nous parlons toujours d'un homme qui est resté les bras croisés pendant que des gens étaient décapités et qui, d'après ce que me disent mes sources à Damas et à Alep, continue de tuer des gens, en particulier des chrétiens, des alaouites et d'autres, avec lesquels il n'est pas forcément d'accord. Malgré l'état d'esprit stratégique, vous savez, des Israéliens, quelque chose de majeur s'est produit pendant le conflit au Moyen-Orient, et c'est l'opinion publique dans le monde entier. Vous savez, la façon dont les gens parlent d'Israël est totalement différente de ce qu'elle était avant le 7 octobre, avant ce qui est arrivé à tant de personnes. Même dans les médias traditionnels, ils étaient autrefois très prudents quant à la manière d'aborder Israël, à la façon d'en parler. Ce n'est plus le cas. Cela a changé. Je ne sais pas si Netanyahou, les gens qui l'entourent, et ceux aux États-Unis, les sionistes qui essayent de soutenir Netanyahou et son gouvernement, seront capables de remettre les choses comme elles étaient auparavant. Ils essaient. Cette affaire des 250 législateurs d'État qui sont allés en Israël, maintenant l'achat par Larry Ellison de la moitié de la capacité de communication de l'Empire et d'autres choses du même genre, ils essayent. Ils essayent sérieusement. Ils ont déployé des milliards pour tout rétablir. Rien, Nima. Rien. J'ai écouté Candace Young longuement ce matin. Je l'ai écoutée 3 fois. Je voulais entendre chaque mot qu'elle disait. C'est une femme très éloquente. Et ils ont subi de lourds dégâts à cause de ce qui se passe autour de l'assassinat de Charlie Kirk. De plus en plus, je dois conclure qu'Israël y est pour quelque chose. Je le dois. Les faits sont tout simplement trop solides. Et comme l'a dit Hercule Poirot, et je l'ai mentionné plusieurs fois, je crois même une fois avec toi, le mobile, la méthode et les moyens. Et le mobile est certainement là, car si je dois en croire Candace Young, elle ne cesse de dire qu'elle veut montrer les vidéos, qu'elle veut que les gens regardent, qu'elle veut que les gens de TP lui répondent. Ce qu'elle dit, en substance, c'est que non seulement Charlie était le plus grand méchant du quartier, et je ne dis pas cela de manière péjorative, en ce qui concerne l'élection de Trump et le mouvement MAGA et sa cohésion sous Trump, mais qu'il s'en éloignait radicalement. Et il le faisait à propos de la question d'Israël. Cela devait être arrêté. Et je pense qu'il n'y a qu'une seule hypothèse sur qui pensait que cela devait être arrêté. Maintenant, que Netanyahou y ait été directement impliqué ou non.
Now, whether Netanyahu had anything to do with it directly or not, I mean, I go back to Rabin, he orchestrated Je veux dire, je that. reviens à Rabin. C'est lui qui a Some of the orchestré celle-là. billionaires or people Ou behind peut-être him que les milliardaires ou les gens derrière eux y ont eu quelque chose à voir. Je ne sais pas. Mais je l'ai écoutée à plusieurs reprises et elle est très éloquente, très cohérente dans son discours. Je veux voir ce qu'elle va révéler ensuite, car elle dit qu'il existe des vidéos par exemple, de Charlie disant en substance « Je veux que tu reviennes dans les éléments de langage ». Et j'ai regardé certaines des vidéos des jeunes qui interrogeaient Charlie lors des dernières réunions qu'il a pu organiser sur la situation en Israël. J'ai entendu les applaudissements du public quand quelqu'un lui a posé une question du genre « N'est-ce pas trop proche? Cette relation n'est-elle pas dangereuse pour nous? Trop d'argent ne va-t-il pas à Israël? Cet argent ne devrait-il pas aller aux contribuables américains? Ne devrions-nous pas? » Toutes ces questions surgissent, et Charlie ne faisait que dialoguer avec eux. Le public applaudissait vraiment lorsque les gens posaient ces questions. On m'a dit qu'il y avait environ 5000 personnes dans cette audience. Cela cause donc des dommages irréparables à la relation étroite d'Israël, en particulier avec les personnes dans la trentaine et la quarantaine, ainsi qu'avec les jeunes Américains. Et, en fin de compte, cela nuit à toute la campagne de propagande de Netanyahou. Même ce matin, alors que je descendais pour faire l'interview avec les Allemands, je suis tombé sur une vidéo sur YouTube. Il faut que j'y retourne pour la lire plus attentivement, mais elle parlait de la campagne qu'Israël vient de lancer sous la direction de Larry Ellison. Et elle sera diffusée sur CBS, ainsi que sur tout ce que son fils a acheté récemment et qu'il dirigera. Cette campagne est conçue pour inverser certaines de ces pertes. Je lis certains des éléments de la campagne. Il est dit que nous devons entrer dans les manuels scolaires, dans les écoles, dans tous les lieux d'éducation en Amérique et rééduquer les jeunes sur l'importance d'Israël, sur la nécessité absolue de la relation entre les États-Unis et Israël. Nous devons le faire. Eh bien, ils y sont déjà. Ils sont présents dans chaque État, dans chaque chaîne éducative. Nous avons déjà des livres d'histoire qui ont été réécrits par les Israéliens, en Virginie par exemple, qui racontent à nouveau l'histoire de la Palestine, d'Israël et de la Nakba. Ils ne mentionnent même pas la Nakba. Alors pourquoi sont-ils si désespérés? Ils le sont parce qu'ils voient que tout cela est en train de disparaître aujourd'hui. Ils vont devoir reconstruire et rénover toute la campagne de propagande. Je ne pense pas qu'ils en seront capables. Je pense que le peuple américain, surtout les jeunes, et c'est l'avenir, s'éloigne de cette relation. Et il pourrait s'en éloigner de manière spectaculaire par rapport à la lenteur du changement jusqu'à présent, à cause de ce qui se passe à Gaza, ce qui ne va pas s'arrêter. Je ne pense pas que cela va s'arrêter. Et si cela s'arrête, il leur sera au moins clair que tout cela était truqué. Je ne pense même pas que cela va s'arrêter. Mais si ça s'arrête soudainement, que le Hamas accepte tout, qu'Israël commence à mettre le plan en œuvre et que nous commençons à le mettre en œuvre aussi, tout le monde verra clair dans ce jeu, je pense. Parce que ce sera exactement la même chose, simplement sans la guerre en cours. Il y aura des preuves prima facie de la perfidie des Israéliens. Ce sera comme par le passé, les 20 dernières années, en réalité. Netanyahou a orchestré tout cela depuis longtemps, à feu doux, en Cisjordanie, à Jérusalem-Est et à Gaza. Il fait cela depuis toujours. C'était simplement à feu doux. Le 7 octobre a mis le feu à la marmite, et nous ne savons pas encore vraiment qui a orchestré le 7 octobre. Nous ne le savons pas. Il n'y a pas eu d'enquête définitive, bien qu'il en ait promis une à plusieurs reprises. Et je soupçonne que nous allons découvrir certaines choses à propos du 7 octobre qui rendront les propos de Bibi à ce sujet totalement mensongers. Je veux parler du 7 octobre. Mais avant d'en arriver là,
puisque tu as mentionné Candace Owens. Voici ce qu'elle a dit à propos de l'affaire de Charlie Kirk dans son récent podcast. Alors Charlie écrit dans ce groupe de discussion, « Je viens de perdre un autre grand donateur juif, 2 millions par an, parce que nous ne voulons pas annuler Tucker. Je pense à inviter Candace. » Quelqu'un répond, « Puf. » Charlie écrit, « Les donateurs juifs alimentent tous les stéréotypes. Je ne peux pas et ne veux pas être intimidé de cette façon, ce qui ne me laisse d'autre choix que de quitter la cause pro-israélienne. » Et puis, un donateur écrit, « S'il te plaît, n'invite pas Candace. » Cela pourrait faire du bien à court terme, mais ce n'est pas bon à long terme à mon avis. Comme dans tous les groupes, tu vas avoir une grande variété d'opinions. Ce fichu libre arbitre que Dieu nous a accordé rend la vie frustrante parfois, peut-être une fois que la poussière est un peu retombée. Donc encore une fois, cela se passe 48 heures avant que Charles ne soit assassiné. Il était très clair et très explicite, et il n'a pas reculé, ni lors de cette réunion dans les Hamptons, sur laquelle ils mentent tous, ni dans ce fil de messages. Je ne vais pas révéler les noms des 7 autres. En fait, tu sais quoi? Je ne suis pas d'accord avec moi-même d'il y a 4 secondes. Ajoutons simplement Josh Hammer, pour le plaisir. Il est sur cette discussion, d'accord? It's step 14. Et naturs miniciste, où elle est vraiment explicite. Non seulement à propos de ses problèmes avec la situation, mais aussi à propos de ce Charlie. About Charlie's. Oui, c'est tellement étrange, Larry, parce que je ne sais pas si tu es au courant. C'est une ancienne influenceuse, Laura Loomer, et elle est sortie avec cette histoire. C'est incroyable comme elle essaye de rejeter la faute sur la Chine en ce moment. Ils disent que la Chine était mauvaise. Well, you think that's funny? Look what I heard. Eh bien, tu trouves ça drôle. Écoute, j'ai entendu quelque chose hier soir d'une bonne source. Tu sais, je t'ai parlé de Gary Burnson et de ce type, Rodin, le juif ou israélien, qui est son partenaire pour faire inculper Maduro, et tu sais, faire passer des renseignements à Trump par l'intermédiaire de Laura Loomer et d'autres, renseignements que Trump a cités et crus. Eh bien, maintenant, j'ai appris que, Larry, désolé de t'interrompre. Larry, sorry for interrupting you. Here is what she said. I just spoke with Congress. Voici ce qu'elle a dit. Je viens de parler avec la députée Anna Paulina, et elle m'a dit qu'elle avait reçu des preuves que la Chine avait financé l'un des groupes faisant l'objet d'une enquête du FBI pour des liens avec l'activité de Taylor Robinson sur Discord. Vous savez, ça devient « désolé de vous interrompre ». Allez-y. Sorry for interrupting you. Go ahead. No, you can't make this stuff up, but they can. Non, on ne peut pas inventer des choses pareilles. Mais eux, ils le peuvent. Oui, ils peuvent tout inventer. Et c'est exactement ce que j'allais dire à propos de Burnson et de Rodin. Ils inventent des histoires sur Maduro et les font circuler par des gens comme Laura Loomer. J'ai aussi découvert que Burnson, en particulier, mais aussi cet autre individu, si je peux l'appeler ainsi, étaient de grands fournisseurs de renseignements, si l'on peut dire, de renseignements périphériques sur la Chine concernant l'attitude adoptée par Rudy Giuliani à une époque où, vous vous souvenez, il était tellement anti-Chine, et ainsi de suite. Et ces informations provenaient de ces 2 mêmes personnes. Elles passaient à Rudy, puis de Rudy à Trump. Voilà donc une belle équipe de gens à qui vous pouvez faire confiance. Laura Loomer, Rudy Giuliani, et apparemment ces 2-là, si farouchement opposés à Maduro, pour de l'argent. Oui, je pense que le 7 octobre a été l'une des principales raisons pour lesquelles le ministre de la Défense d'Israël a démissionné ou a été renvoyé par Netanyahou. Larry, quelle était la principale? Il semble que même au sein du cercle rapproché de Netanyahou, il y ait d'énormes divisions concernant le 7 octobre. Même en Israël, ils ne savent pas ce qui s'est passé. Beaucoup de gens ne savent toujours pas ce qui s'est passé. Vous voyez?
Netanyahou a été tellement efficace pour protéger les informations. Protecting the information. Well, Netanyahu is a genius at Eh bien, Netanyahou est un génie dans ce que j'appellerais le fait de dissimuler des informations clés, où seul lui et peut-être une ou deux personnes de confiance absolue sont au courant, et de les ressortir périodiquement pour en tirer avantage, ou de les cacher pour en tirer avantage. C'est l'une des raisons pour lesquelles il ne veut pas d'une enquête vraiment approfondie sur le 7 octobre. Je pense que ce que nous découvririons là, au minimum, c'est sa complicité dans le financement du Hamas par l'intermédiaire du Qatar, en maintenant le Hamas en vie et en bonne santé, si l'on peut dire, et armé, capable de faire ce qu'il a fait le 7 octobre. Maintenant, je ne dis pas que Netanyahou savait exactement ce qu'il faisait, mais comment aurait-il pu ne pas le savoir? Mais bien sûr, il ne va pas révéler cela. Et en même temps, il a gardé cette information cachée à des personnes clés de son propre ministère. L'une de ses tactiques préférées consiste, lorsqu'un événement négatif survient et que son gouvernement peut en être tenu immédiatement responsable, à intervenir pour écarter les ministres et les renvoyer, ou du moins à dire qu'il les renvoie. Parfois, ils sont ressuscités, oui, replacés à un autre poste où ils sont moins visibles, afin de détourner une partie du blâme de lui-même. Il est très habile à ce jeu. Je veux dire, Donald Trump pourrait tirer de sérieuses leçons de Bibi Netanyahou sur la manière d'être un fasciste. Il est très doué dans ce qu'il fait. C'est un État très petit, une bureaucratie très réduite et désormais très fermée par sa volonté. Il contrôle tous les mécanismes de propagande, comme Trump essaie de le faire à travers des gens comme Larry Ellison. Mais nous sommes un grand pays, et il sera très difficile pour Trump de faire cela. Ce n'est pas difficile à faire en Israël, surtout lorsque la plupart des citoyens juifs d'Israël y sont favorables, et que les citoyens arabes et autres d'Israël, qui sont désormais plus nombreux que les citoyens juifs, parce que tant de citoyens juifs sont partis, sont intimidés. Ils ne vont rien dire ni rien faire. Peut-être qu'un de leurs membres de la Knesset prendra la parole de temps en temps, mais il se fait complètement rabrouer, voire même exclure de la Knesset. Ils sont donc très réticents à s'exprimer. C'est une société très fermée, et Netanyahou est le seul à en détenir les clés. Larry, je pense que la guerre avec l'Iran est l'un des principaux enjeux des politiques de l'administration Trump aujourd'hui, car les personnes qui étaient proches de Donald Trump, celles qui l'ont soutenu pour qu'il soit élu, s'opposent désormais à ce type de politique, celles qui nous maintiennent dans des guerres sans fin, comme en Irak et en Afghanistan, ainsi qu'au rôle d'Israël dans toutes ces politiques. Voici ce que Steve Bannon a dit en considérant à la fois le conflit avec l'Iran et le 7 octobre. Netanyahou a inventé, totalement inventé, un mensonge éhonté à propos des Perses. Ils avaient de plus grandes ambitions stratégiques et se fichaient d'entraîner les États-Unis dans une guerre de 20 ou 30 ans. Cette époque est révolue. Le président Trump s'est affirmé en disant « Hey, tu es un protecteur, qu'a dit Ignatius? Il a donné des ordres, n'est-ce pas? Il a donné des ordres comme il fallait le faire. S'ils veulent y aller seuls, eh bien, que Dieu les bénisse. Allez-y. Mais ne nous entraînez pas là-dedans. Nous ne sommes pas de la partie. Ce qui s'est passé ces dernières années est scandaleux et nous n'avons toujours pas d'enquête sur le 7 octobre. Et croyez-moi, si les mains de Netanyahou étaient propres, il y aurait eu une enquête et elle aurait été bouclée en 30 jours. Notez cela comme votre deuxième principe, car cela viendra et vous allez être choqués. Il n'y a aucun moyen que ce soit simplement produit comme ça. Donc, ce n'est pas la gauche, ce ne sont pas les progressistes. C'est la droite qui se désagrège. Oui, on peut dire l'extrême droite, la droite de la droite.
Mais après tout cela, d'une manière ou d'une autre, ils en arrivent à la même conclusion. Ils ne voient aucun intérêt à ces guerres sans fin pour les États-Unis. Et je ne sais pas si ces messages parviennent à l'administration Trump. I don't know if these messages are getting to the Trump administration. I don't think they are because I think his messages Je ne pense pas qu'il le soit, parce que je crois que ces messages, comme vous le dites, sont soigneusement filtrés par les courtisans qui l'entourent. Et je parle de tous, je parle de Christine Noem, je parle des gens du FBI, je parle du ministère de la Justice en général, qui a maintenant perdu plus de personnes parties d'elles-mêmes que nous n'en avions perdu sous l'administration de George W. Bush. Et j'avais trouvé cela vraiment traumatisant. Nous avions perdu tant de bons juristes qui ne voulaient tout simplement pas rester et servir Alberto González. Ils ne le voulaient tout simplement pas. Je pense que Trump reçoit de mauvaises informations. Je pense qu'il reçoit des rapports inexacts, de mauvais renseignements, et qu'il agit en conséquence. C'est ce que nous voyons selon moi. Et je suis très déçu du commandant du Southern Command pour avoir accepté cela en haute mer, ces assassinats. C'est essentiellement ce qu'ils sont. Et je pense que la présence de la flottille américaine, si l'on peut dire, au large du Venezuela est probablement une autre indication que ce commandant en particulier. Eh bien, je ne peux rien dire d'autre que peut-être qu'il doit être un adepte de Trump ou quelque chose du genre, parce que je n'arrive pas à croire que cette personne suive ses initiatives. Cela ne rend pas seulement le mandat du commandement sud dans la région extrêmement instable, c'est aussi illégal au regard du droit international et du droit national. Donc, si un nouveau président arrive, disons que nous ne procédons pas à un coup d'État, ce qui devient de plus en plus incertain, et que nous avons un nouveau président, ces gens pourraient être poursuivis. Et moi, si j'étais ce nouveau président, j'en poursuivrais quelques-uns pour en faire des exemples. Je les traduirais en cour martiale. Croit-il vraiment à ce que Netanyahou essaie de dire? Parce qu'il affirme que l'Iran augmente la portée de ses missiles afin d'atteindre les États-Unis, pour frapper New York, pour frapper d'autres villes ici. Voici ce qu'il a dit, Larry. Des missiles balistiques d'une portée de 8000 km. Qu'est-ce que cela signifie? S'ils ajoutent encore 3000 km, ils auront sous leurs armes atomiques la ville de New York, et ils pourront viser Washington, Boston, Miami, Mar-a-Lago. D'accord, c'est donc un très grand danger. On ne veut pas être sous la menace nucléaire de personnes qui ne sont pas forcément rationnelles et qui scandent « mort à l'Amérique ». Je pense qu'il perd vraiment les pédales. Il perd vraiment les pédales. Je veux dire, il ressemble même à un clone maintenant. C'est un argument tellement éculé. Tony Blair l'a ressorti à Londres, je m'en souviens. Je l'ai entendu à la radio et je suis allé dans le bureau de la secrétaire en disant « Vous savez ce que le Premier ministre d'Angleterre vient de dire ? Que Saddam Hussein pouvait frapper Londres en 45 minutes. Il n'y avait absolument aucun renseignement pour étayer cela. Absolument aucun. Il a dit « Il n'a pas dit ça, si ?» J'ai répondu « Remettons la chaîne, parce que c'était CNN, je crois, et il diffusait une bande. Vous voyez? Et tôt ou tard, il est sorti de son bureau et a dit « Je viens de l'entendre le dire. » Il a dit que Saddam Hussein pouvait frapper Londres en 45 minutes. Ils avaient déjà ajouté à notre dossier un rapport qui était du pur baratin, du pur, total baratin, rédigé par un étudiant diplômé d'une petite école de Londres. Il contenait toutes sortes de choses qui étaient manifestement des mensonges. Et nous ne l'avons même pas pris. Nous l'avons appelé le livre blanc britannique et l'avons jeté à la poubelle. C'est exactement le genre de choses que fait Netanyahou en ce moment. Il le fait depuis longtemps. Et laissez-moi dire autre chose à Netanyahou. S'il y a bien quelqu'un qui possède la portée de missiles
et la capacité d'appariement d'ogives pour détruire une partie des États-Unis avec une arme nucléaire, c'est le premier État criminel de la planète, la Corée du Nord, la République populaire démocratique de Corée. Ils ne l'ont pas fait, et ils ne l'ont pas fait parce qu'ils savent qu'ils disparaîtraient s'ils le faisaient. Donc ces remarques sont tout simplement stupides. Mais c'est ce qu'il devient à mes yeux maintenant. Un homme manifestement stupide. Il perd les pédales. Il les perd dans sa propre fièvre à vouloir faire ce qu'il veut avant de quitter son poste, ou d'aller en prison, ou quoi que ce soit d'autre. Et il perd les pédales. Tout cela se referme sur lui. L'affaire avec Charlie Kirk, la réalité des jeunes Américains qui perdent leur favoritisme envers Israël, voire développent une aversion pour Israël. Marjorie Taylor Greene, Tucker Carlson, Candace Owens, tout cela se referme sur Bibi. Et ce n'est pas tout. D'après ce que j'entends, non seulement le Hamas a perfectionné un programme d'engins explosifs improvisés d'une efficacité dévastatrice, surtout depuis que les Israéliens se sont repliés dans cette zone confinée de la ville de Gaza, mais ils ont commencé à tuer des soldats de Tsahal et à faire exploser des chars à un rythme que personne ne pensait possible. Même au sein du commandement de Tsahal, certains se demandent s'il faut continuer quoi que ce soit. Et la plupart d'entre eux pensent qu'ils vont devoir le faire, car tout cela est une vaste farce. Cet accord, soi-disant, est une farce. Netanyahou ne le respectera jamais. Il a menti à ce sujet. Et même s'il le respectait, le Hamas ne se désarmerait pas. Ils devront donc reprendre le combat, si l'on peut dire, ou mourir. Alors, où en sommes-nous? Où est Bibi? Il s'est pris à son propre piège. Il a dit quelque chose d'incroyable. Et je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est? Parce que nous savons tout ce dont Israël dispose pour se battre. Tu sais, les armes, tous les systèmes de défense aérienne, tout vient des États-Unis. Ils viennent des États-Unis. Mais on dirait qu'il propose, qu'il suggère autre chose. Je veux savoir, de quoi parle-t-il dans cette vidéo, dans cet extrait? Je vais te dire, nous l'avons partagé avec l'Amérique, mais je ne peux pas le partager avec toi. Les armes offensives les plus avancées de la planète, des choses qu'aucune superpuissance ne possède, développées par Israël, partagées avec l'Amérique. Il a raison à propos de certaines armes très ésotériques qui, par exemple, tuent les civils plus efficacement. Il a raison sur ce point. Et il a peut-être raison sur une autre chose. J'ai essayé d'obtenir cette information et cela a été très difficile. Il la protège de manière extrêmement stricte. On m'a dit qu'ils ont perfectionné un moyen de lancer une sorte de missile de croisière depuis la surface de leur sous-marin équipé d'une ogive nucléaire. Et on m'a dit que si l'Iran est frappé par une arme nucléaire, ce sera probablement par cette méthode. La mer d'Arabie du Nord, si vous connaissez un peu la guerre sous-marine, possède certaines des meilleures zones de convergence de tous les océans du monde. Et ce qu'est une CZ, une zone de convergence, c'est un endroit où vos systèmes acoustiques, vos sonars, qu'ils soient passifs ou actifs, ne fonctionnent pas très bien, parfois pas du tout. Ainsi, pendant la guerre froide, par exemple, les Soviétiques et nous nous cachions dans les CZ de l'océan Indien. Ils sont vraiment dominants, juste sous la mer d'Oman et la mer d'Arabie du Nord, dans cette zone-là. Cela a à voir avec la température, la salinité et ce genre de choses. On peut s'y dissimuler sans être détecté. Personne ne sait où vous êtes. Point final. Même avec la technologie la plus sophistiquée au monde. Alors, que font-ils avec ceux ou ces sous-marins dans la mer d'Arabie du Nord? Et s'ils disposent de cette nouvelle capacité, cela m'inquiète beaucoup plus quant à la possibilité qu'ils utilisent une arme nucléaire s'ils se retrouvent dans une situation existentielle avec l'Iran, ce qui arrivera très rapidement.
which they will very rapidly. And I'm still convinced they're going to war with them. Et je reste convaincu qu'ils vont faire la guerre avec ça. Et cela me ramène à l'interview que tu as montrée avec Bannon. Comment le sait-il? Comment sait-il que Donald Trump ne suivra pas Bibi dans cette guerre? Cela me dépasse. Mais je vais te dire une chose. Si tu veux disperser les jeunes de 18 à 24 ans en Amérique vers le Mexique, le Canada et partout ailleurs dans le monde, s'ils ont l'argent, il suffit d'instaurer la conscription. Instaurer le service militaire obligatoire en Amérique. Nous nous effondrerions. Et ce serait nécessaire si nous devions entrer en Iran avec le type de capacité dont Bibi aurait besoin pour que nous puissions provoquer un changement de régime. J'espère que Bannon a raison. Je ne sais pas d'où il tient cette information, mais j'espère qu'il a raison. Voici ce que Donald Trump a dit à propos de l'accord, le plan de paix. Nous allons conclure un accord. C'est difficile pour moi de le dire car depuis des années et des années, ils essaient de conclure un accord avec Gaza. Mais en réalité, littéralement depuis des siècles, si on y réfléchit bien. Mais nous allons avoir un accord avec Gaza, j'en suis assez sûr. Eh bien, c'est moi qui ai fait libérer les otages. Souvenez-vous de ça, vous savez? Des siècles. Des siècles. D'où Donald tire-t-il son histoire? De Laura Loomer. Des siècles. C'est la Palestine depuis des siècles. Cet homme, il est tout simplement impardonnable dans son ignorance. Je suis désolé, allez-y, vous aviez une question. I'm sorry, go ahead. You had a question. Yeah, the question, Larry, Oui. La question, Larry, dans cette discussion, dans cette interview, il dit que dans sa communication avec la presse, la Turquie fait un excellent travail, tu sais, pour convaincre Donald Trump qu'ils ont besoin d'un plan de paix pour ce qui se passe à Gaza. Je ne sais pas à quel point la Turquie joue efficacement ce rôle auprès de l'administration Trump. Mais selon toi, comment Donald Trump pourrait-il être influencé par Erdogan? Je pense que Doug McGregor a raison. Et Doug connaît bien mieux la Turquie que moi. Je l'écoutais très tard, vers 3 heures du matin, sur YouTube. Il ne cessait de parler d'Erdogan, de son caractère changeant et des différentes directions vers lesquelles il se tourne sans arrêt. Que ce soit les Kurdes en Syrie, le gouvernement de Damas, ce que font les Israéliens en Syrie, ou encore son désir de percer, ou plutôt d'inverser. Cette initiative est membre des nouvelles routes de la soie entre l'Asie centrale et la Chine pour en faire une initiative turcique. Je n'ai pas pu m'empêcher de penser au livre de Hugh Pope, Sons of the Conquerors, qui est une étude brillante sur la façon dont toutes ces villes et ces bourgs d'Asie centrale, de Samarcande à Dushanbe et jusqu'à la province du Xinjiang, possèdent des langues d'origine turcique. On peut commercer dans chacune d'elles avec une simple connaissance de cette base turcique. C'est donc un atout incroyable pour le commerce et l'économie. Mais Erdogan va inverser cette initiative des nouvelles routes de la soie venant de Chine et la diriger dans l'autre sens. Allons, voyons, faut pas exagérer. Doug n'a pas dit cela, il a seulement dit qu'Erdogan y réfléchissait. Cela montre à quel point certaines des idées d'Erdogan sont tirées par les cheveux. Et si d'autres ne l'avaient pas sauvé, Erdogan serait probablement déjà parti. Il est dans la même situation que Macron, en France, pour des raisons différentes, mais en grande partie économiques. Donc je ne sais plus comment le comprendre. Doug pense, du moins si je l'ai bien compris, que son inclination est de garder les États-Unis de son côté autant que possible, car il se rend encore compte que nous pouvons causer beaucoup de dégâts. Il couvre donc ses arrières, en se tournant vers l'Est ou vers le Sud. Il veut faire cela, il veut reconstruire l'Empire ottoman, si l'on peut dire, dans une certaine mesure, mais il se méfie vraiment de Washington, surtout avec Trump là-bas. Donc je n'ai aucune idée de la direction qu'il prend.
Larry, how did you find the way that Larry, comment as-tu trouvé la manière dont Vladimir Poutine a répondu au peuple, à la presse? On lui a demandé à propos des missiles Tomahawk envoyés en Ukraine et en Europe, car cela provoque d'énormes débats parmi ceux qui sont opposés à la guerre en Ukraine. Certains disent que Poutine n'a pas été très ferme ni très vigoureux dans son langage envers l'Occident, envers les États-Unis. Une guerre impliquant les États-Unis pourrait avoir des conséquences énormes, et ces personnes sont très préoccupées par l'escalade. These people are so much concerned about the escalation, but the other part say that Mais l'autre partie dit que Poutine n'a pas besoin d'aller dans cette direction. Il sait ce qui se passe sur le champ de bataille. Il se sent plutôt à l'aise avec la position de la Russie, et c'est pourquoi il n'est pas trop préoccupé par le fait d'avancer dans ce sens. Et l'autre chose qui s'est produite hier, Donald Trump a dit qu'il avait, en quelque sorte, pris sa décision concernant l'envoi de missiles Tomahawk à l'OTAN et à l'Ukraine, mais qu'il voulait d'abord savoir ce qu'ils en faisaient. Ils ne vont pas les exposer comme, vous savez, c'est pas de la décoration intérieure, vous voyez. I go back, I think it was Glenn Dyson. Je reviens en arrière. Je crois que c'était Glenn Dyson, notre ami commun. Je pense que tu as interviewé Glenn Dyson, celui qui a demandé à Poutine, lors d'une récente conférence de presse, ce qu'il pensait de l'étiquette de tigre de papier que Trump avait attribuée à la Russie. Et Poutine a répondu, et quand on en vient au fond de sa réponse, il a essentiellement dit que l'OTAN était le tigre de papier. Il a raison. Il a tout à fait raison. Et quand on regarde le Tomahawk, je connais le Tomahawk depuis 1983 ou 1984, lorsqu'il a été déployé pour la première fois au commandement du Pacifique pour être utilisé contre l'Union soviétique dans le cadre de notre défense du Japon. Au plan 5001, nous n'en voulions pas. C'était une arme d'une précision infime, vraiment infime. Et nous savions que notre rôle était d'influencer le théâtre d'opération extrême-oriental de l'Union soviétique, la mer d'Okhotsk, la péninsule du Kamtchatka, des endroits de ce genre. L'idée était que le front occidental, qui venait d'exploser parce que les soviétiques avaient envahi l'Europe, attirerait leur attention à l'ouest afin de détourner des troupes de l'Est. Que l'ouest retire des troupes pour les envoyer vers l'Est. Notre amiral a répondu à Washington. Il nous faut la version nucléaire. Il nous la faut. Sinon, nous n'attirerons même pas l'attention des Russes avec un Tomahawk à charge explosive classique, une arme d'une précision infime. Nous n'avons pas réussi à obtenir cela, car le général Vesey, alors président du comité, et le président Ronald Reagan ne pensaient pas que ce soit une bonne idée. Ils pensaient que cela envoyait un signal déstabilisant à la Russie. Peu importe. Mais nous l'avons quand même noté comme un repère. Si nous mettons un jour en œuvre l'Oplan 5001, il nous faut le Tomahawk D, pas le Tomahawk classique à charge explosive. Avançons dans le temps. Le Tomahawk a connu quelques améliorations, de bonnes améliorations, mais il reste extrêmement lent. Il peut être facilement abattu par des défenses aériennes conventionnelles. Et quand il arrive sur vous, on ne sait pas quel type d'ogive il transporte. Donc le seul aspect déstabilisant, c'est cette incertitude. Poutine le sait, et c'est ce qu'il doit prendre en compte dans ses calculs si des Tomahawks commencent à pleuvoir sur la Russie. Maintenant, ils ne pleuvront pas, parce que nous n'en avons pas assez pour qu'ils pleuvent. Elles sont très coûteuses. La dernière fois que j'ai vérifié, c'était environ 2,5 millions, peut-être 3 millions de dollars par missile. Et elles ne causent pas tant de dégâts en mode conventionnel. Donc, j'irais jusqu'à dire que c'est un système de missiles assez dépassé en réalité. Il est tellement vieux, tellement lent, et possède une ogive si petite. C'est ingénieux la façon dont il se déplace, navigue et accomplit ses missions, mais il a besoin de beaucoup de données satellitaires et de nombreuses mises à jour tout au long de sa trajectoire, et ainsi de suite. Et il sait que cela impliquerait du personnel américain pour le faire.
Et il a catégoriquement déclaré que cela reviendrait à une entrée de l'OTAN dans la guerre. Et nous savons ce que cela signifie. Il a donc donné son avertissement. Thank you so much, Carl. Oui, merci beaucoup, Carl, d'être avec nous aujourd'hui. Le temps est déjà écoulé? Incroyable. J'ai tellement parlé aujourd'hui que je n'arrive plus à me suivre. 1 heure et demie d'affilée avec les Allemands. Mais Larry, après tout, quel était le message? Comment as-tu trouvé la façon dont ils décrivent la situation en Allemagne? Parce qu'ils en parlent, en effet. Volatile. Volatile. Sur le plan économique, très déstabilisant. Et il voulait vraiment me soutirer des informations avant l'entretien sur ce que Jim Baker, George H.W. Bush, Colin Powell et Ronald Reagan avaient réellement dit à Gorbatchev. Et je leur ai donné la version exacte. Et vous savez, leur réaction a été « Comment cela a-t-il pu être autant déformé ?» J'ai répondu très soigneusement à partir de Bill Clinton. Il y avait des gens qui voulaient le déformer. Ils voulaient ce que nous avons aujourd'hui. Ils voulaient s'en prendre à la Russie. Et vous, les Allemands, vous avez aidé. Pas vraiment le peuple allemand. Je n'ai pas dit ça. Non seulement ils aident, mais ils se sacrifient. Ouais. Je veux dire, l'une des entreprises manufacturières les plus prospères de la planète, non? N'est-ce pas? Enfin, eh bien, merci Larry. Bonne chance. À vendredi. Oui, prends soin de toi. Thank you, Larry. See you on Friday. Yeah, take care. Prends soin de toi. I'll be in aloha attire. Yeah. Je serai en tenue Aloha. Ouais, toi aussi. À bientôt.